Pour le moment, le mercato du PSG semble patiner, peu de recrues, voire même quasiment aucune en réalité, des dossiers qui semblent étonnants en termes de priorité, des ventes qui mettent du temps même si elles sont en passe de se finaliser. Pourquoi le PSG semble-t-il aussi lent cette année? Et finalement, n'est-ce pas assez logique vu la nouvelle politique sportive? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer par expliquer un petit peu la stratégie sportive du PSG et comment ça a évolué ces dernières années. Évidemment, au moment de l'arrivée au Qatar, on a eu pas mal de recrues, assez chères. À cette époque, on n'avait pas le fair play financier et on avait la possibilité d'investir massivement. On avait aussi une attractivité très nouvelle liée au fait qu'on pouvait aligner des salaires bien plus élevés qu'aujourd'hui et que la course à l'armement dans les autres clubs n'était pas aussi énorme. Aujourd'hui, même en étant un club étatique, on est à peu près au niveau des autres. Là où à l'époque, en arrivant en tant que club étatique, on était au-dessus. Donc pendant des années, on a pu faire des recrutements très puissants, assez jeunes et globalement, ça a été comme ça au fur et à mesure. On avait toujours un mercato très fort et un mercato un petit peu moins abouti. Et quand on dit moins abouti, c'était des joueurs pas clinquants mais souvent assez vieux. On en a eu plein, on a eu les exemples Krikoviak, plus tard on a eu Ressé, enfin on a eu pas mal de joueurs comme ça. On a eu le craquage au moment de l'arrivée d'Mbappé Neymar qui a un petit peu entamé un cycle de starification énorme avec à la fois des recrutements très chers, avec des joueurs souvent expérimentés qui étaient déjà des stars dans leur club précédent, à la fois pour une stratégie marketing mais aussi pour une stratégie sportive de bling bling. Dans le même temps, on n'avait pas de vente et vraiment c'était un truc qui était très frappant, c'est que le PSG a longtemps été considéré comme une prison dorée où si tu voulais partir, eh bien, on te laissait pas partir, on te mettait sur le banc en se disant de toute façon on s'en fout de payer un salaire dans le vide, et au contraire lorsqu'on voulait les faire partir, les salaires étaient parfois trop élevés et donc ce n'était pas possible, c'était un genre de prison dorée et ça nous a poursuivi très longtemps. Il y a eu un changement depuis l'arrivée de Luis Enrique qui est très net, une mise en retrait de la part du Qatar en termes de stratégie sportive qui a laissé les clés à Luis Campos et Luis Enrique. J'ai longtemps critiqué Luis Campos, en tout cas au début, en me demandant pourquoi est-ce qu'il allait recruter tous ces joueurs du côté du Portugal avec un agent très connu et avec qui il est très proche. Il y avait aussi des questions sur pourquoi il faisait autant de recrutements peu chers dans l'idée de dénicher des pépites avec quand même beaucoup d'échecs. Il s'est avéré que beaucoup de ces soi-disant échecs ont percé au fur et à mesure et ça c'est aussi à mettre au crédit de Luis Enrique. La paire marche super bien entre les deux, ils se comprennent et les choix de recrutement aujourd'hui sont vraiment alignés sur les velléités de Luis Enrique. Dans le même temps, on a de plus en plus de ventes qui fonctionnent. On a eu des Neymar qui ont réussi à être vendus, des Verratti. Alors évidemment, un Verratti qui était vendu au Qatar, c'est un peu différent, mais on a vendu vraiment pas mal de joueurs comme ça. Et cette saison, justement, on en arrive à la nouvelle stratégie sportive. On a eu également un changement dans la grille salariale avec du fixe et des bonus salariaux selon les performances, qui d'ailleurs a été refusé par Donnarumma. Donc cette nouvelle stratégie va vraiment dans une logique de rationalisation des coûts. Le club du Paris Saint-Germain devient un club à part entière. Ce n'est plus un club de stars. C'est un club qui de plus en plus n'hésite pas à recruter des joueurs qui ne sont pas clinquants mais qui sont très performants en y mettant le prix lorsqu'il faut mais en n'allant pas casser la tirelire. Et justement on en arrive à pourquoi cette année il semble que ça soit long, c'est qu'il y a une logique de ne pas recruter tant qu'on n'a pas vendu. Le PSG, et ça c'est une volonté sans doute de Luis Enrique, se dit qu'aujourd'hui avec ce qu'il a il est capable de performer. On a gagné avec des champions avec un effectif qui était quand même bien plus faible que ce qu'on a potentiellement si on recrutait énormément. Donc le PSG se dit qu'il n'a pas besoin d'aller chercher plus de joueurs. En plus de ça, on se retrouve avec une confiance qui est à mes yeux un peu trop excessive sur le staff technique, dans une idée de se dire on n'aura pas de blessés, on gère bien les choses. La réalité c'est que si tu as un défenseur qui te découpe, et bonne stratégie et bonne planification ou pas, bah t'as un blessé, et donc là on aurait vite des lacunes. Pour autant, est-ce que vraiment le PSG ne veut pas recruter? Et bah ça c'est vraiment probablement pas ce qui se passe. Si on regarde les rumeurs en ce moment, à part le dossier qui est très compliqué et on y reviendra sur Donnarumma et Lucas Chevalier, la plupart des rumeurs vont dans le sens des départs. On a beaucoup de joueurs qu'on essaye de liquider, le loft est revenu parce que c'était beaucoup de prêts et on voit que c'est en train de marcher. Il semblerait que ça prenne tout le temps du côté de Luis Campos et le PSG ne veut pas recruter tant qu'il n'a pas vendu, tant qu'il n'a pas dégraissé son effectif. L'objectif c'est de ne pas payer trop de salaires inutiles, c'est de réduire la masse transfert, augmenter la flexibilité si à un moment on a une grosse opportunité et plus globalement avoir un effectif plus homogène, avoir une grille salariale cohérente et ça va aussi avec le fait justement de ne pas proposer des prolongations trop élevées aux joueurs. On ne veut pas casser un équilibre de salary cap qui est en train de se former et c'est une excellente idée, notamment s'il y avait plus tard des régulations par exemple par la Ligue 1 de salary cap. C'est important d'avoir une forme de rationalisation budgétaire. Pendant
pendant longtemps on a trop compté sur le Qatar mais on ne fonctionnait plus comme un club de foot à part entière, c'est en passe de le devenir. Donc si on se compte sur les rumeurs, on a Skriniar qui est en passe d'être vendu pour 10 millions à Fenerbahçe, on a également la rumeur Asensio qui serait pareil vendu à Fenerbahçe pour, on estime, entre 10 et 15 millions, donc ce serait 25 millions mais aussi deux salaires à plus de 10 millions d'euros qui partiraient, donc ça ouvrirait vraiment la voie pour de futurs transferts. On sait que ça prend quand même du temps parce que mine de rien c'est des gros poids sportifs et salariaux, donc pour avoir une vente c'est quand même des négociations qui ont sans doute dû être âpres par moment. On a Carlos Soler aussi, il y a des pistes de départ, on a Kolo Muani avec la Juventus qui est en train d'accélérer le pas pour potentiellement un prêt avec obligation d'achat autour de 40-45 millions. À la fois, il nous a coûté très cher en termes d'amortissement parce que on a dépensé 90 voire 95 millions avec bonus pour le recruter, mais on lui a aussi donné un très bon salaire. Donc le faire partir, c'est sans doute une énorme priorité et tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. On a tous les Renato Sanchez où ça va être beaucoup plus difficile de les voir partir. Même un Kangin Lee, il y a une bonne opportunité, même si on sait qu'il a globalement la confiance de Luis Enrique. On a Donnarumma, si il s'avérait qu'il partait. Et en réalité on l'espère parce que si Lucas Chevalier arrive, une concurrence ce serait catastrophique, ça va prendre du temps. On a justement aussi toujours dans cette volonté de rationaliser les coûts, Lucas Chevalier c'est 4, grand maximum 5 millions du côté de Donnarumma, si on l'avait prolongé on aurait été autour de 14 à 15 millions, donc c'est 3 fois moins cher et pour des performances qui sont relativement similaires. À partir du moment où on a rationalisé, on arrive dans la deuxième phase et là c'est l'achat. Là par contre il y a des critiques à faire, en tout cas je trouve que du côté de Luis Campos parfois on est un tout petit peu radin, on a du mal à s'aligner sur des gros transferts. Je dis pas que c'est toujours mauvais, dans l'idée c'est intéressant de ne pas dépenser à tout va, mais il suffit de voir que Dembélé ça avait été un choix de Nasser et que lui n'en voulait pas parce qu'il coûtait trop cher. Finalement c'est peut-être le prochain ballon d'or et même ce sera le prochain ballon d'or. Là pareil Zabarni, on a beaucoup de mal, on galère à 3 à 4 millions, c'est Nasser qui a pris le relais pour terminer, je pense qu'il alignera la quicheta et au final il viendra au PSG, mais ça traîne en longueur, ça nous fait perdre du temps sur d'autres recrutements potentiels. Je dis pas que c'est une mauvaise idée parce que au final quand ça se fait, ça veut dire qu'on a un recrutement plus raisonnable, ça veut dire aussi que pour aller du côté des négociations avec le joueur, on a peut-être plus de marge de manœuvre pour proposer un bon salaire, ce qu'on n'aurait pas pu si on avait dû aligner une énorme indemnité. On sait aussi que les clubs ont tendance à gonfler les prix quand ils voient le PSG parce qu'ils savent qu'on a énormément d'argent, ce qui fait que c'est pas plus mal. De toute façon aussi, on n'est pas en totalement fin de mercato, donc on a encore de la marge de négociation, à part Tottenham qui essaye des fois de faire genre qui s'aligne, il n'y a pas non plus de concurrence, donc c'est aussi pour ça que ça traîne. Ça veut pas dire que on est en train de rater le transfert, ça veut juste dire que ça prend du temps parce qu'on essaye de tirer à la baisse les prix et qu'on a un rapport de force qui est en notre faveur puisque Zabarni veut venir au PSG. Ça aussi d'ailleurs c'est quelque chose qui explique aussi les recrutements un peu âpres et un petit peu longs du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'on s'arrange toujours avec le joueur en priorité, ensuite on va voir le club avec une pression de la part du joueur, c'est une technique qui est faite par exemple par le Real Madrid, ce qui fait que ça fait durer les négociations parce qu'on peut tirer à la baisse les prix. Et c'est vrai que quand on regarde les recrutements récents, il suffit de voir Pacho et d'autres joueurs comme ça, on a des prix qui sont tout à fait cohérents. Alors évidemment on a eu des craquages genre Kolo Muani en fin de mercato, mais globalement c'est plutôt très bon en termes de recrutement et c'est vrai que ça va dans ce sens. On a également Lucas Chevalier, 40-45 millions, là ça a été extrêmement rapide. À mes yeux c'est pas la priorité et j'avoue que ça me saoule un peu de voir qu'on met autant de temps pour lui. Après c'est un super joueur, j'ai un peu changé mon avis par rapport à la précédente vidéo et peut-être que j'en referai une si il signe, mais globalement ça reste un joueur exceptionnel, c'est la plus grosse pépite française en termes de gardien, au-delà même de Mike Maignan qui commence à vieillir. Je suis évidemment convaincu que ce serait une excellente recrue. Si on regarde sur le côté long, pourquoi est-ce qu'on va pas sur un milieu de terrain parce qu'on sait qu'on en a potentiellement besoin? Pourquoi est-ce qu'on va pas sur une doublure en termes de latéral, qu'il soit gauche ou droit? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur un attaquant quand on sait qu'il y a Akliouche potentiellement ou Rodrigo Mora et que les deux peuvent être intéressés par le Paris Saint-Germain? La réponse elle va chercher sur la durée de négociation. Plus tu vas faire durer le temps avant que tu arrives pour faire une offre, moins tu as d'autres clubs qui ne veulent pas s'aligner et plus tu vas pouvoir avoir une force en termes de négociation. Si tu arrives à la fin du mercato et que l'autre club a besoin d'argent, tu arrives, tu dis voilà, c'est à prendre ou à laisser, nous on n'a pas des milliards d'offres à vous faire, mais vous en avez pas en face, et du coup ils ont tendance à plus facilement accepter de céder le joueur. De l'autre manière, il faut revenir sur ce qu'on a dit au départ, on ne veut pas acheter avant de vendre. Là aujourd'hui on est dans une grosse phase de vente, moi je pense que ça va s'accélérer assez nettement. Et l'autre facteur c'est un facteur Luis Enrique. Luis Enrique a dit
1000 fois qu'il était très satisfait de ses joueurs, et je le crois, je pense finalement que comme il a gagné avec des champions et qu'il a une équipe très cohérente, il se dit qu'il est très à l'aise avec cet effectif. Si on regarde, si on a un recrutement de Zabarni, si par exemple on arrive à recruter un milieu de terrain, même une petite pépite pour la doublure, ce serait très bien, ça permettrait de renforcer en cas de blessure, et globalement ça permettrait aussi de mettre Warren Zaïre-Emery ou Joe Neves en potentiel évidemment backup d'Hakimi, dans le cas où il faudrait le faire souffler ou il se blesserait. C'est aussi la stratégie du PSG, c'est pour ça qu'on va pas recruter un latéral droit, c'est qu'on se dit que de toute façon Hakimi est irremplaçable, que personne de qualité ne voudrait venir et qu'on a de quoi pallier avec un Zaïre-Emery qui est plutôt à l'aise à ce poste. De la même manière, un Akliouche, de toute façon Monaco risque d'avoir besoin de vendre parce qu'ils achètent beaucoup. On a aussi l'accord potentiel du joueur qui est très intéressé et donc on sait que si on va aller voir, aujourd'hui on est beaucoup plus en bonne relation avec les clubs français qu'à une certaine époque et ce serait plus simple d'aller le recruter. Moi je pense que ça peut se faire. Maintenant c'est pareil, Rodrigo Mora, on a des très bons rapports avec le club portugais, donc on a de quoi aller négocier en fin de mercato et potentiellement le recruter. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. En réalité, si on fait 3-4 très bons recrutements bien ciblés, voulus par Luis Enrique avec l'effectif de base qu'on a et peu de ventes, parce que toutes les ventes aujourd'hui dont on parle, c'est des indésirables qui étaient de toute façon déjà prêtés, ça fait un super effectif. Évidemment, on n'est pas au niveau de la course à l'armement d'un club comme Manchester City, comme Liverpool, et plus globalement les clubs de première ligue qui sont très concurrentiels. Nous, on n'en a pas besoin, on est en Ligue 1, c'est largement suffisant, et je pense que ça peut donner de très bonnes choses. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Salut!